Bonjour à tous. Donc, le flash concerne un papier qui traite des anticoagulants au redirect dans le cadre d'hémorragie digestive. Alors, je n'ai pas de conflit d'intérêt pour cette présentation et je vais commencer par un rappel en vous rappelant que, comme vous le savez, l'anticoagulation est associée à une incidence entre 2 et 3% d'hémorragie majeure ou cliniquement significative et que les hémorragies gastro-intestinales sont souvent prépondérantes dans ces complications. Vous avez ici un registre de patients avec maladie thromboembolique veineuse. Alors, qu'en est-il avec les anticoagulants au redirect? Si on reprend les études pivots de la FA, eh bien, ce que l'on peut voir, c'est quelque chose de finalement assez hétérogène, une augmentation de l'incidence des hémorragies gastro-intestinales pour le dabigatran à la forte dose, donc chez des patients qui étaient alloués au traitement de 150 mg 2 fois par jour. Également dans l'étude Rocket avec le rivaroxaban, et puis avec l'édoxaban également chez des patients alloués à la forte dose. En revanche, il n'y avait pas d'incidence augmentée chez les patients sous dabigatran à la faible dose, avec l'apixaban et même plutôt une diminution du risque d'hémorragie digestive chez les patients sous edoxaban faible dose. Ce sont des données qu'on retrouve dans une récente méta-analyse en réseau de 28 études à plus de 130 000 patients, où l'on retrouve cet excès de risque avec le dabigatran 152 fois ici, l'édoxaban et puis le rivaroxaban 20 mg ici, et l'absence de surrisque avec l'apixaban quelle que soit la dose, l'édoxaban à la faible dose et le rivaroxaban à la faible dose également, avec moins de patients dans cette dernière étude. Donc ça se reflète en fait dans les recommandations, avec la proposition de choisir plutôt l'un ou l'autre de ces anticoagulants lorsque le risque hémorragique est important. Ça reste des recommandations faibles, d'une part parce qu'il n'y a pas de comparaison en tête-à-tête, et d'autre part parce que les définitions des hémorragies étaient différentes dans l'une ou l'autre des études et qu'il est plutôt difficile de les comparer. Néanmoins, dans ces recommandations, on trouve une remarque à propos justement des patients qui ont un antécédent d'hémorragie gastro-intestinale et de proposer le dabigatran 110 ou l'apixaban qui ont été associés à l'absence de surrisque dans les études pivots de l'AFA. Alors c'est dans ce contexte qu'a été publiée cette étude dans Stroke par une équipe coréenne et qui s'est intéressée spécifiquement au devenir de patients chez qui une anticoagulation était débutée alors qu'ils avaient un antécédent d'hémorragie digestive haute. C'est une étude donc rétrospective coréenne qui s'est basée sur les données de l'assurance maladie du pays qui collige en fait quasiment toutes les données de toute la population. Alors vous avez ici le descriptif de l'étude. Les auteurs se sont donc intéressés aux patients pour qui une anticoagulation nouvelle était prescrite entre 2010 et 2018 pour une FA. Ils ont exclu les patients pour lesquels l'anticoagulation orale directe n'était pas adaptée, les FA valvulaires, les insuffisances rénales terminales, etc. Et finalement, ils se sont intéressés à plus de 42 000 patients qui étaient anticoagulés nouvellement avec un antécédent d'hémorragie digestive haute, à peu près 17 000 qui étaient sous AVK et puis 24 000 qui étaient sous ACOD, avec la représentation ici des 4 ACOD classiquement que l'on retrouve également en Suisse. Alors bien sûr, ce n'est pas une étude randomisée, et donc pour pallier et diminuer les biais éventuels, il y a une procédure d'ajustement avec un score de propension. Il y a une dizaine de critères qui ont été ajustés, en fait, notamment l'âge, le risque thrombotique, le risque hémorragique, certaines comorbidités et les communications.
Et le critère de jugement était d'une part les AVC ischémiques et puis d'autre part les hémorragies majeures qui étaient là déterminées en fonction des données qui étaient possibles de colliger dans le registre, c'est-à-dire les hémorragies cérébrales, les hémorragies gastro-intestinales associées à une hospitalisation. Alors la population dans les deux groupes, après ajustement, était tout à fait similaire, au 10e près d'ailleurs, en termes d'âge, de risque thrombotique, de risque hémorragique et d'insuffisance rénale, avec 25,8% de patients avec une insuffisance rénale. Donc voilà les résultats. Il s'agit d'un suivi entre guillemets, ce n'était pas du prospectif, mais d'un peu plus de 6 mois. Il y a eu quand même 3,4% d'AVC ischémique et 2,5% d'hémorragie majeure, qui est quand même un chiffre que j'ai trouvé assez élevé pour moins d'un an de suivi. Et voilà les résultats, donc une diminution de près de 40% des AVC ischémiques dans le groupe ACOD par rapport à la warfarine. Les hémorragies majeures étaient également diminuées de manière significative de près de 30%. Et puis l'outcome composite de toutes les choses désagréables était également diminué de 34%. Puis en plus, il y avait 18% de diminution de la mortalité totale dans le groupe avec anticoagulant oral direct. Donc si on regarde un peu plus précisément les événements hémorragiques, on retrouve une baisse de près de 50% des hémorragies cérébrales, c'est quelque chose de connu chez les patients sous anticoagulant oral direct, mais également une diminution de l'incidence des hémorragies gastro-intestinales chez les patients sous ACOD, avec une diminution des hémorragies fatales intracrâniennes, mais pas gastro-intestinales. Donc, lorsqu'on regarde les sous-groupes des différentes molécules et ACOD qui ont été utilisées, c'est à peu près homogène. Les résultats sont tout à fait comparables dans chaque groupe d'anticoagulants. Maintenant, ceux qui sont associés à un bénéfice accru en termes de récidive d'hémorragie digestive, mais ce n'est pas significatif, c'est le dabigatran avec une diminution de 24% et l'apixaban avec une diminution de 28%. L'utilisation d'ACOD est également associée à une diminution du temps d'hospitalisation, des besoins transfusionnels et des interventions endoscopiques. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette étude ? La première, c'est que c'est une étude rétrospective. L'ajustement fait par le score de propension n'est pas l'égal de la randomisation. Il n'y a pas non plus de données sur la qualité de l'anticoagulation. C'est particulièrement important chez les patients sous AVK. Il faut savoir que l'antécédent d'hémorragie digestive était en moyenne 3 ans avant le début de l'anticoagulation. Donc, c'est des patients qui n'ont pas récidivé pendant 3 ans, donc probablement des bons cas, avec une hémorragie digestive considérée comme guérie. Ça peut se refléter sur la proportion de patients qui étaient sous IPP. Il n'y avait que 40,8%. J'ai trouvé ce chiffre relativement faible pour quelqu'un qui a eu un antécédent et que l'on doit anticoaguler. Et puis, il faut savoir aussi que c'est une population asiatique. On sait qu'il y a un peu moins d'hémorragie digestive dans la population asiatique, en tout cas sous warfarine. Et finalement, 60% avaient une dose réduite d'anticoagulant oral direct. On ne sait pas si cette dose réduite était justifiée en fonction des paramètres clinico-biologiques qui sont requis pour donner la dose réduite, ou si cette dose réduite a été prescrite un petit peu off-label en raison de l'antécédent d'hémorragie digestive haute. Pour ce dernier point, les auteurs ont quand même fait une étude de sensibilité en comparant les patients qui avaient la dose pleine, la dose maximale d'anticoagulant oral direct, et retrouvent plus ou moins les mêmes résultats. Donc, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion ? C'est forcément des données qui sont plutôt rassurantes, et probablement qu'un antécédent d'hémorragie digestive considéré comme guéri ne doit pas être une contre-indication, en tout cas formelle, à une anticoagulation. Si on doit prendre une anticoagulation, finalement, pourquoi pas un anticoagulant oral direct avec un IPP, et il faudra préférer un ACOD pour lequel les critères cliniques permettent une réduction de dose. Si ce n'est pas possible, alors probablement que l'apixaban
est la meilleure option en fonction des données que l'on a. Et sur ce, je termine et je vous remercie pour votre attention.